Allez, zouf, on termine l'année 2024 avec AEW World's End, le dernier pay-per-view d'All Elite Wrestling qui s'est tenu dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 décembre à l'Additional Financial Arena d'Orlando en Floride. Retour sur une soirée de pay-per-view un peu plus courte que d'habitude puisque le show a duré 3h40. Waouh, ça fait du bien, 8 matchs au programme. Un événement correctement rythmé avec des fillers, des bangers, de l'enjeu des combats de championnat, une division par équipe qui n'était pas présente, bah non. Mais la conclusion d'un immense Continental Classic pour sa deuxième occurrence, et étant donné que j'ai pas fait de Sturistradamus au vu de ma petite période de congé, j'espère que jusqu'à présent vous passez de bonnes fêtes, je vais m'appuyer sur quelques-uns de vos retours, positifs ou négatifs, que vous m'avez fait sur X et sur Blue Sky. Un show globalement très bon, ce qu'on demande d'un show en fait, de l'histoire avec la construction du Omega Okada, des énormes classiques, des combats de repos aussi, des surprises, que demander de plus. Eh bien oui, cette AEW World's End nous laissera un meilleur sentiment que celui de l'an passé, qui nous avait un peu déçus avec notamment la conclusion du fameux arc du diable avec MJF et Adam Cole. MJF et Adam Cole, on va les retrouver ce soir. Mais attention, une histoire pétard mouillé peut peut-être en cacher une autre, et c'est le main event assez controversé. Toujours des étoiles en pagaille pour les combats de Will Ospreay, on est parti AEW World's End 2024. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, pendant une semaine, j'ai absolument pas regardé de catch. J'ai pas regardé un show en entier. Non, je me suis un peu reposé, je me tenais informé de ce qui se passait sur les réseaux sociaux. De ce fait, je suis passé à côté du dernier épisode de Dynamite, je suis passé à côté de la dernière de Rampage. Puisque oui, si vous ne le savez pas, AEW Rampage est désormais un programme terminé. L'émission d'une heure considérée un peu comme tertiaire ne va pas être reconduite en 2025. En revanche, à partir de l'année prochaine, 2025, cet épisode de Dynamite sera retransmis sur TBS, l'une des chaînes de télé principales du groupe Warner, mais aussi en simultané sur Max, la grosse plateforme de streaming du groupe Warner Discovery. Attention cependant, ça concerne beaucoup de pays et pas la France, qui cependant diffusent déjà du catch sur le service de Max, qui sont en réalité les rediffusions des épisodes de Dynamite, de Rampage, de Collision, des pay-per-view lorsqu'ils sont retransmis sur la chaîne de télé française Warner TV Next, commenté par Norbert Feuillant et Alain Mistrangelo. Alors étant donné que j'ai regardé le pay-per-view hier et que journée catch était plutôt rude entre ça et l'événement Stardom, Dream Kingdom que j'ai absolument pas loupé et que je vous recommande de voir, notamment pour l'excellent Natsupoi contre Starlight Kid autour du championnat Wonder, au moins c'est dit, au moins je l'ai dit sur la chaîne que c'est peut-être un des meilleurs matchs féminins de cette année. Je ferai probablement une petite review d'ailleurs sur twitch.tv/Turi316 quand je reviendrai en live, je ne sais pas encore quand. De ce fait, je m'en excuse, j'ai zappé le 0 hour, je sais juste que Tony Storm y a battu Leila Grey et je vais profiter justement de l'occasion qui m'est donnée de parler de Tony Storm, de ce repackaging assez étonnant. Depuis quelques semaines, Tony Storm est revenue chez All Elite Wrestling et elle semble totalement amnésique. Elle a oublié tous les faits qui se sont passés pendant sa période Timeless Tony Storm et elle revient chez All Elite Wrestling en arborant son personnage de fan de heavy metal. Elle se comporte totalement comme une rookie, elle gagne d'ailleurs ses matchs avec des petits paquets, des cradles, et c'est une intrigue je trouve très surprenante, mais aussi très finement bien jouée de sa part, puisque je me doute que la finalité sera qu'elle recroise à un moment donné Mariamé, elle pourrait même devenir sa servante, sa groupie, sa fan numéro 1 comme Mariamé l'était au début de leur relation, et ça annonce du très bon je pense pour 2025. La carte principale, on va commencer par les demi-finales du Continental Classic. Cette fois-ci les demi-finales n'ont pas eu lieu en weekly, mais elles ont eu lieu sur le pay-per-view, ce qui fait que deux catcheurs allaient combattre 2 fois cette soirée-là. Un concept à reprendre, clairement. Vu que c'est une compétition qui est basée sur le rythme, l'endurance, la surprise, terminer le tournoi sur une grosse prouesse athlétique et physique, je trouve que ça rajoute du cachet. Concept à bien évidemment reprendre pour l'année prochaine, et que dire de ce Continental Classic qui a été rythmé avec beaucoup de suspense. Tout s'est encore une fois joué sur la toute dernière journée, et en plus de ça, le hasard fait bien les choses, puisque on va avoir pour ce premier combat une revanche de ce qui s'est passé à Full Gear. Will Ospreay va donc peut-être pouvoir corriger le tir face à Kyle Fletcher. Un combat de 16 minutes 20 où le protostar était peut-être bien plus en confiance que lors de la première rencontre. Énormément de callbacks sur des contres, des manœuvres qui avaient été vues la première fois, mais cette fois-ci on a des parades pour pouvoir reprendre l'avantage. Notamment cette séquence à l'extérieur du ring où cette fois-ci le Rana de Will Ospreay va être contré par une powerbomb sur les plantes. Un Will Ospreay dans l'obligation de se découvrir, qui commet des erreurs, qui s'entaille le front très méchamment. Alors c'est clairement un premier match qui donne tout de suite la couleur sur ce que va être cette fin de compétition
autour du Continental Classic, avec un Will Ospreay qui va finir par s'imposer de manière assez épique après une série de comptes qui va amener son Styles Clash. Et oui, le Styles Clash va obtenir un compte de 3, et ça je suis très content qu'un des moves qu'utilise Will Ospreay qui fasse le plus popper en ce moment parvienne à lui obtenir une victoire et ne soit pas juste vu comme un move de transition. Désormais, à chaque fois qu'il va faire un Styles Clash, et ben peut-être qu'il y aura compte de 3 désormais. Ça c'est très très smart dans la construction justement de ce qui va être amené un petit peu plus tard, vu que Will Ospreay va devoir reconcourir contre l'autre finaliste qui va être décidé dans un instant. L'opener est cool, mais c'est un peu le match cliché d'Ospreay. Moi j'aime bien, mais je comprends que certains n'aiment pas. Et ça faisait pas mal de redites du match de Full Gear. Justement, moi je trouve que la force de ce combat, c'est qu'il y a eu beaucoup de redites de Full Gear où cette fois-ci, les dénouements n'étaient pas exactement les mêmes. À savoir, le contre amené au bon moment. Might just see an example as Ospreay. Look at this scene right here. Look Ospreay, at this. Yeah. Oh, Les catcheurs qui apprennent de leurs erreurs, qui step up, et ça fait tout simplement grandir la compétition entre Will Ospreay et Kyle Fletcher qui, je me doute, se recroiseront encore en 2025. Cette fois-ci, c'est donc Will Ospreay qui est le plus fort, qui se qualifie en finale et qui va devoir penser ses lourdes blessures avant de se préparer face à soit Ricochet, soit Kazuchika Okada, deux catcheurs qu'il connaît très très bien. Gros kudos cependant à All Elite Wrestling d'avoir si bien construit Kyle Fletcher pendant tout ce tournoi Continental Classic. Il y a fort à parier que All Elite Wrestling lui réserve de très très bons plans pour l'année 2025, et en plus de ça, il y aura probablement des nouvelles têtes à affronter. Peut-être que vous me rejoindrez sur cette déclaration, Kyle Fletcher, le catcheur qui a le plus progressé cette année. Ricochet contre Kazuchika Okada. Alors il y a quelque chose d'assez intéressant qui se passe aujourd'hui chez All Elite Wrestling avec Ricochet, c'est le début de son heel turn. On tente quelque chose d'assez nouveau et très différent de ce que Ricochet a connu à l'époque de WWE, où pendant toutes ces années de service du côté de NXT et du côté du main roster, il a toujours été présenté comme un babyface, high flyer, flashy, un rôle qui malheureusement l'a pas toujours aidé à se faire remarquer dans la carte, et WWE pendant toutes ces années, ils ont oublié à quel point Ricochet en tant que heel était une vraiment parfaite tête à claque. Je vous invite par exemple à aller voir son travail en tant que champion chez Pro Wrestling Guerrilla, ou également son travail en équipe avec Shima, où clairement ils étaient deux des catcheurs les plus détestés de Dragon Gate. Utiliser ses excès d'assurance sur un point de vue athlétique peut lui donner un rôle totalement détestable, haïssable, et même si pour ce combat il est opposé à un autre catcheur qui est établi comme un heel chez All Elite Wrestling, à savoir Kazuchika Okada, il y a quelque chose que le public sait très bien de Kazuchika Okada, c'est que c'est l'un des plus grands catcheurs de tous les temps, c'est le champion défendant sur le tournoi, et en fait très vite le public d'Orlando a pris le parti de soutenir Kazuchika Okada, qui va d'ailleurs passer pour un mec très très cool après la gigantesque giflasse infligée au terme de cette séquence derrière le crâne de Ricochet. La claque d'Okada sur la caville-ci de Ricochet, c'était supérieur à tout le reste du pay-per-view. En tout cas, ça a été l'un des moments les plus débattus, les plus relayés sur les réseaux sociaux. Un chouette moment pour ma part. Alors l'action dans le ring était particulièrement correcte, mais j'aurais aimé en avoir un petit peu plus. Seulement 13 minutes. Un match qui a totalement préservé de ce fait Kazuchika Okada, qui avance en finale sans une immense adversité. On a juste eu un petit peu peur sur le vertigo porté par Ricochet où Okada retombe lourdement sur la nuque, mais ça va, on se dégage. Vous l'aurez compris, la finale du Continental Classic dans le semi-main event opposera Will Ospreay à Kazuchika Okada, donc deux catcheurs avec une histoire débordante qui s'est essentiellement passée du côté de New Japan Pro Wrestling. Une valeur sûre sur le papier, mais il va falloir convaincre dans un nouvel environnement, celui d'AEW. Et pour Ricochet, la soirée n'est pas totalement terminée, parce qu'après sa défaite, Swerve Strickland va venir chambrer Ricochet. Ça fait depuis quelques semaines que Swerve, il tourne un petit peu derrière Ricochet, qui veut essayer un peu, lui, de séduire les membres du Earth Syndicate, avec qui, je le rappelle, Swerve Strickland est en bisbille, notamment avec Bobby Lashley. Ricochet, il veut impressionner Bobby Lashley, mais pour l'instant, le clan de Bobby Lashley n'est pas du tout intéressé par les services de Ricochet. Et Swerve va poursuivre son humiliation sur Ricochet en lui disant « C'est bien, t'as fait la demi-finale du Continental Classic, j'ai fait pareil l'an dernier. » Mais Swerve Strickland va vanner encore un peu plus Ricochet quand Prince Nana va arriver avec un petit chariot rempli de papier toilette. Et Prince Nana va commencer une distribution à tous les fans du premier rang, et tous ensemble, ils vont souhaiter une bonne année à Ricochet en lui lançant du PQ au visage. Alors ok, l'angle du PQ, il est né il y a une semaine lors de la diffusion d'AEW Collision depuis le Hammerstein Ballroom de New York, où Ricochet, fraîchement tourné heel, a reçu quelques rouleaux de papier toilette projetés par le public. Je pense qu'à partir de là, All Elite Wrestling, ils ont eu une idée. On sait que Tony Khan, c'est un immense fan de Ring of Honor, et il y a certainement dû y avoir une grosse conversation avec un certain Prince Nana, puisqu'il y a 20 ans de ça, Prince Nana manageait un catcheur appelé Jimmy Rave,
paix à son âme. Et Jimmy Rave, pendant toute la période où il était leader du clan Embassy, venait au ring et était tout le temps accueilli par des immenses lancers de rouleaux papier toilette. Ça a toujours donné des moments particulièrement délirants qui ont dépassé les frontières de Ring of Honor. Ça s'est passé en Angleterre, il y a eu ça également au Japon. Les fans se passaient le mot, ils allaient chercher du PQ, ils ont jeté sur la gueule de Jimmy Rave et ça a pris une ampleur assez colossale. Bon, colossale certes, en effet, hein, c'était dans la niche des fans de catch des années 2000, mais cependant assez forte pour que le mouvement dépasse les frontières de Ring of Honor. Donc c'est-à-dire, c'est quand même pas mal. À tous les coups, Tony Khan, il veut reproduire la même vague de hits et la transposer sur Ricochet, qui doit probablement être d'accord parce que, de ce fait, on s'intéresse à lui. Il est très discuté en ce moment, Ricochet, peut-être bien plus qu'à l'époque où il était à la WWE. Et je répondrai aux commentaires. Je trouve l'humiliation de Ricochet avec le PQ mal dosé, je comprends l'idée derrière, mais ce sera un angle qui, à la WWE, n'aurait jamais été accepté par les fans. Justement, déjà, on n'est pas la WWE. Ça peut en effet totalement flopper, mais j'y vois plus une espèce de clin d'œil. Rendre des choses cool de l'indie un peu plus accessibles au grand public. Mon seul regret, c'est que ça s'est pas passé hyper organiquement. Ok, les quelques lancers de rouleau de PQ à la Merchted Ballroom, ça c'était organique, mais le fait que là, on est forcé avec Prince Nana qui distribue du PQ à tout le monde pour le lancer sur Ricochet en espérant peut-être que le mouvement suive d'épisodes de Dynamite en Dynamite pour les semaines à venir. Là, seul l'avenir nous le dira. Si les fans se passent le mot et amènent tous leur PQ, on risque de vivre des moments particulièrement fun, mais ça peut, en effet, dans des salles de plusieurs milliers de personnes, devenir assez ingérable. Quoi qu'il en soit, très curieux de ce que réserve le début d'année 2025 à Ricochet, qui devrait embrayer de ce fait sur le programme contre Swerve. Une manière aussi pour ce dernier de le garder à l'écart de la title picture et de lui rebâtir du momentum avant peut-être, je lui souhaite en tout cas, d'aller vaincre Bobby Lashley un petit peu plus tard et de se relancer vers les sommets puisque Swerve Strickland, bien évidemment, on n'est pas encore prêt à se passer de lui en haut de la carte, en tout cas je l'espère pas. On a démarré assez fort et c'était peut-être assez compliqué de passer derrière ces deux premiers combats. Mariame défend le championnat World Women contre Thunder Rosa dans un Tijuana Street Fight. Alors on n'est certainement pas à Tijuana, mais c'est un Street Fight avec des artifices mexicains. Bon, insérez les clichés que vous voulez, Thunder Rosa elle est venue au ring avec une piñata. Bon, j'ai un petit peu soufflé, mais quand j'ai vu que la piñata elle contenait des punaises, c'était plutôt cool, le spot dans les punaises était très joli. J'étais pas hyper embarqué émotionnellement dans le programme qu'il y a eu entre les deux, qui a été souvent relégué au second plan dans les weekly. De ce fait, je suis un petit peu passé à côté de toutes les refs avec le père de Thunder Rosa qui était au premier rang, avec qui Mariame s'est chambré. Pas le meilleur des acteurs non plus, le padré, faut dire ce qui est. C'est malheureusement un match un peu oubliable, malgré les risques pris, dont notamment le Storm Zero à la fin à travers la table qui était magnifique, qui paraissait très violent. Mariame conserve le titre. J'ai la grosse impression que Mariame est clairement passé au second plan malgré son titre. Son match contre Rosa n'était pas si ouf. Alors non, c'était pas si mauvais. C'était juste un filler un peu oubliable et je pense que l'implication émotionnelle sera jamais aussi forte pour Mariame tant qu'elle ne recroisera pas la route de Toni Storm. J'espère juste que l'Elite Wrestling va pas trop traîner pour nous les remettre en compétition l'une et l'autre, peut-être nous les associer comme j'ai laissé sous-entendre un petit peu plus tôt dans la vidéo. Le combat pour la Dynamite Diamond Ring, MJF contre Adam Cole. Oui, le match était pour remporter la Diamond Ring puisque Adam Cole avait remporté la fameuse bataille royale. MJF n'avait donc pas d'autre échappatoire, il était obligé de confronter son ancien bruchacho. Alors là, oui, en effet, j'ai plus véritablement d'implication émotionnelle dans ce programme qui était peut-être un des trucs les plus bouillants de l'année 2023, mais qui a totalement été sacrifié et par la blessure d'Adam Cole et par les nombreuses blessures de MJF qui les ont fait revenir un petit peu plus tard en 2024. Après un aussi gros heel turn de Adam Cole, c'était assez bizarre de le revoir revenir babyface comme si de rien n'était, mais on ne pouvait pas passer à côté de la clôture de ce programme, un programme qui cependant a quand même duré assez longtemps. Le match, il est presque anecdotique, ça va durer moins de 15 minutes. C'est vrai que le rythme, il a été plutôt soutenu sur le pay-per-view. Pas de long storytelling, juste la présence de Mike Bennett et de Matt Taven aux abords du ring pour protéger la Diamond Ring, je ne sais pas pourquoi. Probablement pour empêcher MJF d'aller gruger, bref. À noter un blading de part et d'autre qui a pas rajouté beaucoup de drama au match, un bon travail de MJF sur la jambe d'Adam Cole qui faisait sens. Seule la fin de match, j'ai trouvé, était assez ingénieuse avec Mike Bennett et Matt Taven qui vont être renvoyés par l'arbitre parce que MJF a fait semblant de se faire attaquer par eux. Il va en profiter pour aller chercher la Diamond Ring, mais Adam Cole va réussir à s'en emparer. Était prêt à frapper MJF avec, mais il va se faire surprendre par un low blow, tout ça dans le dos de l'arbitre, et
le Heatseeker, la victoire finale pour MJF qui va conserver une année de plus sa fameuse bague. Et on verra où nous conduira cet angle d'aftermatch qui, à mon sens, était peut-être pas nécessaire. MJF, il a voulu pillmaniser la jambe de Adam Cole. Roderick Strong a fait le save. Kyle O'Reilly est arrivé, il a laissé sous-entendre une demi-seconde qui était peut-être du côté de MJF. Non, pas du tout. De ce fait, Kyle O'Reilly, Roderick Strong et Adam Cole, ils sont tous copains. Il y a Matt Taven et Mike Bennett qui sont revenus aussi. Ils ont cassé la gueule d'MJF. Ils ont posé tous les 5. Et c'est l'Undisputed Kingdom version numéro 56 qui se reforme pour que les babyface restent forts. Est-ce que vous considérez vraiment que c'est les babyface? J'en sais rien. Ils n'ont pas été non plus reçus avec toutes les acclamations du public. J'espère sincèrement que la fin de la storyline entre MJF et Adam Cole va leur offrir de nouvelles perspectives et un regain d'intérêt au sein d'All Elite Wrestling. Force de constater que si on oublie sa période patriote, l'année 2024 de MJF est décevante, pas à la hauteur de son talent. Alors c'est vrai que je suis assez d'accord avec cet avis. MJF, à part son programme avec Will Ospreay, je l'ai pas trouvé aussi saignant et tranchant que les années précédentes. J'aimerais aussi que le programme s'arrête ici, mais étant donné qu'MJF il s'est fait casser la gueule par tout l'Undisputed Kingdom, il y a peut-être une chance, ou une malchance, je ne sais pas, pour qu'il tente de se venger peut-être, et un clan autour de lui pour pouvoir aller confronter les 5 autres. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu avec ces histoires de clans, notamment dès lors qu'on dépasse les 3, 4, 5, c'est qu'au vu du planning de All Elite Wrestling, il y a des Anarchy in the Arena qui se préparent, et on aurait peut-être l'Undisputed Kingdom dans un de ces matchs-là, ou peut-être les construire fort pour les amener derrière vers, la bande à Moxley, les Death Riders, qui eux sont au top de la chaîne alimentaire. Assez curieux, pas trop enthousiaste, à part la reformation de l'équipe entre Kyle O'Reilly et Roderick Strong, qui elle régale à chaque fois. Le championnat AEW international, Konosuke Takeshita défend contre Powerhouse Hobbs. Alors c'est vrai que c'est un peu nouveau, Hobbs qui a fait son retour de blessure en étant full babyface, en s'opposant à la Don Callis Family. Un rôle qui lui va plutôt bien puisqu'il a un assez bon soutien de la part du public, c'est un bon catcheur, il castagne bien, mais c'est vrai que ça a lissé un petit peu sur son approche bourrine, cruelle par endroits. Une chimie cependant qui fonctionne bien avec Konosuke Takeshita, puisque je pense que Konosuke Takeshita il peut bien fonctionner avec à peu près tout le monde. Un gros coup d'os à Don Callis à la table des commentateurs parce que le suspense du match il s'est clairement fait à travers lui et uniquement à travers lui. Non, je suis désolé pour Hobbs, j'y ai jamais cru. Konosuke Takeshita va conserver sa ceinture et Konosuke, je pense qu'on va se diriger vers quelque chose de plus important pour lui en fin de semaine où il va aller défendre ce championnat international contre Shingo Takagi lors de Wrestle Kingdom au Tokyo Dome et défendre le lendemain s'il conserve son titre contre Tomohiro Ishii, et ça c'est une affiche que je ne veux louper pour rien au monde, vraiment pas. Quid de la suite pour Hobbs? Je sais pas. Retourne Hill peut-être, ou une nouvelle équipe, peut-être, je sais. On avait très bien mangé lors de leur dernier affrontement, et bien écoutez, la revanche arrive déjà maintenant. Mercedes Moné défend le championnat TBS contre Chris Statlander. Alors le match numéro 2, à mon sens, peut absolument pas vivre sans le match numéro 1. Il y a eu énormément de rappels, beaucoup de travail sur la jambe, toujours aussi blessée de Chris Statlander. Il y a cependant un truc qui me fascine un peu avec Mercedes Moné, c'est qu'elle est censée, je pense, incarner cette championne arrogante, parfois un peu couarde, mais cependant on peut pas du tout enlever ses qualités de prodige du catch par endroits, tellement les échanges étaient fluides et tellement elle compense magnifiquement son manque de gabarit face à Chris Statlander de manière hyper intelligente. Je serais incapable de hiérarchiser si le match numéro 1 est meilleur que le numéro 2 ou l'inverse, quoi qu'il en soit c'était encore une fois excellent. Un petit bémol cela dit, j'ai pas du tout compris pourquoi Mercedes Moné, qui avait blessé Chris Statlander à l'extérieur du ring, n'est pas dans un premier temps laissé le décompte aller jusque 10 et est partie elle-même rechercher Chris Statlander parce qu'elle voulait pas gagner le match par disqualification. Bon ok, peut-être l'honneur de la guerrière, j'en sais rien. Mais à peine 2 minutes plus tard, on est dans un spot similaire où Mercedes Moné, elle est prête à remporter le match par count-out et ils ont joué un angle giga drama où Statlander, elle arrive à remonter avant le compte de 10. D'ailleurs, le plan de caméra était magnifique. Et c'est vraiment le micro-détail qui m'a un petit peu déconnecté du combat sur sa logique, sur sa cohérence. Parce que tout le reste derrière, non, c'était fantastique. Alors je sais que ça débat beaucoup parce qu'il y a eu notamment un package piledriver pendant dans ce match où Mercedes Moné s'est dégagé au compte de 2. Alors le package piledriver en ce moment il est portrayé à la WWE comme un move qui met fin à des carrières potentiellement, quoique Cody Rhodes il est déjà de retour. Alors pour tout ça, sachez-le, les moves utilisés dans une compagnie et dans une autre n'ont pas du tout la même portée, le même relief. Je vais pas aller me plaindre parce qu'il y a des gens qui mettent des ripcord lariat à la WWE pour des comptes de 2 en move de transition, alors que c'est le finish d'Okada. AEW ils ont toujours été clairs, il y a toujours eu beaucoup de piledriver dans les combats qui arrivent toujours sur des situations où on a des comptes de 2 ou de 2,90
19 pour ajouter plus de drama. C'est quand même un move qui est perçu de manière assez rude dans les combats. Et même un petit peu avant, je vous rappelle que Mariamel a remporté son match avec un pile driver. Bon ok, à travers une table, mais quand même. Mercedes Moné va finir par l'emporter après une combinaison, encore une fois, superbe belle, technique, fluide, un cradle pin où elle va prendre en plus l'avantage de tirer sur la jambe de Kris Statlander qui était blessé. Elle conserve la victoire. Kris Statlander en aftermatch, elle va avoir une standing ovation. Ça c'était particulièrement mérité. Je ne sais pas comment ils vont la reconstruire derrière, mais clairement si on sait la rétablir, elle peut être celle qui met fin au règne de Mercedes Moné. Elle mériterait d'avoir cette victoire, un peu comme à l'époque. Je voyais Ember Moon être celle qui mettrait fin à la stricte d'invincibilité d'Asuka, chose que WWE n'a jamais faite. Mais je repense à ce genre de match-là. Asuka, Ember Moon, Kris Statlander, Mercedes Moné, ça m'y fait beaucoup penser. La fin d'année de Mercedes Moné avec les 2 matchs contre Strat, Hazuki et Momo Watanabe, c'est du très haut niveau. Ah là, si elle reste sur ce rythme-là, Mercedes Moné, elle va être très bien placée au puits 2025. La finale pour le Continental classique, où la ceinture sera donc remise en jeu. Kazuchika Okada, de ce fait qui est le détenteur de cette ceinture, défend contre quelqu'un qui connaît si bien, Will Ospreay, son disciple qu'il a lui-même été choisir il y a près de 10 ans de ça du côté de Rev Pro pour l'intégrer au clan Chaos chez New Japan. Et le 11e affrontement entre ces deux catcheurs. En près de 10 ans, ils se sont déjà affrontés 11 fois. J'ai vu les 11 matchs, à chaque fois c'est des bangers incroyables. Il y a une chimie entre les deux qui opère hyper naturellement, mais ça c'est aussi une des grandes qualités de Will Ospreay qui mixe avec tout le monde très bien. Kazuchika Okada dans les grands rendez-vous, il est pas non plus à plaindre, et même si jusqu'à présent All Elite Wrestling a su les maintenir à distance, on a peut-être remis les bases pour recréer une nouvelle série entre ces deux hommes-là, parce que voilà quoi, ils sont parmi ces catcheurs qui sont destinés à toujours se recroiser. Bon, avant ce combat, on était dans la hiérarchie à 8 victoires pour Okada, seulement 2 pour Will Ospreay. Il n'y a pas eu tant de callbacks que ça sur toute leur histoire du côté de New Japan, notamment dans les échanges dans les contres, même s'il y en a certains qui étaient assez fameux, qu'on a revu, dont notamment le fameux dropkick pour contrer le House Cutter, ça, c'est toujours aussi parfait. C'était hyper intéressant d'amener une nouvelle série de comptes pour amener un Styles Clash qui n'obtiendra cette fois-ci qu'un compte de 2, vu que ça avait donné la victoire tout à l'heure à Ospreay, ça a clairement créé un petit effet dans la salle. Okada, il est resté super concentré, il a bien évidemment exploité les blessures précédentes de Will Ospreay. Évidemment, ça a joué sur le giga drama et ça a donné clairement le match de la soirée. Si je dis pas de bêtises, Will Ospreay est donc le premier catcheur chez All Elite Wrestling à se sortir du Rainmaker. Peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai pas été attentif, mais il me semble que chez All Elite Wrestling, le Rainmaker a toujours eu un compte de 3. J'ai aussi adoré qu'on refasse un truc qui avait beaucoup du côté de New Japan dans les combats d'Okada, où il conserve le contrôle sur le poignet de son adversaire, où les deux hommes sont au sol pour pouvoir réarmer son Rainmaker un petit peu plus tard, qui donnera derrière une série de contres encore une fois totalement folle. Et puis comment ils font? Bref, le suspense est monté crescendo, mais une fois de plus, Kazuchika Okada était le plus fort. Est-ce que c'était véritablement le bon endroit, le bon moment pour faire tomber Okada, qui a quand même accumulé un très gros momentum depuis qu'il est chez All Elite Wrestling? Même si en effet, ce championnat continental, il peut être vu comme secondaire, il peut être défendu sur des weekly, des pay-per-view, et il est en plus de ça le trophée d'une grosse compétition à 12 catcheurs en fin d'année. Je crois que cette ceinture continentale, il faudrait uniquement la garder pour cet événement et pas la défendre tout au long de l'année, parce que je trouve sincèrement que c'est une ceinture qui se mérite, au même rang que tu mérites ta victoire au G1 Climax, au King of the Ring, et que derrière ce serait cool que le vainqueur de cette compétition ait un title shot pour le règne suprême. Bon, ça se fait partout, mais à un moment donné, Okada, je pense que vous serez nombreux à être d'accord avec moi, c'est peut-être plus haut dans la carte qu'on aimerait le voir. Surtout que voilà, il y a l'aftermatch, donc Will Ospreay il est dégoûté, il a perdu, il y a quand même le petit signe de respect Kazuchika Okada, parce que ça reste quand même son mentor et il est trop fort. Christopher Daniels, il va arriver, il va dire ok, normalement en tant qu'EVP, je suis censé venir te remettre le titre pour célébrer ta victoire, mais à partir d'aujourd'hui, je suis plus EVP, mais il y a quelqu'un qui lui a bien ce statut et qui fait son retour, la musique de Kenny Omega, énorme action dans l'arène, même si on s'en doutait un tout petit peu. Kenny Omega en costard prend le titre continental, dévale la rampe et vient remettre la ceinture à Kazuchika Okada avec derrière, oh là là, comme de par hasard, l'affiche de AEW All-In qui se tiendra, je le rappelle, dans un stade au Texas au début du mois de juillet. On nous a mis un immense foreshadowing pour nous dire voilà, Okada contre Omega, voilà, on les a, Omega va mieux, il faut faire le match rapidement et puis il faut nous remplir ce putain de stade s'il vous plaît. 6 ans après leur dernier affrontement à Dominion, une série de matchs entre Okada et Omega, si vous les avez pas encore vus, qu'est-ce qui se passe? Qu'attendez-vous? Est-ce que ça arrive pas un peu tard? Moi, le truc qui m'embête le plus, c'est que c'est pas justement pour la récompense suprême, la récompense ultime, le championnat AEW World, détenu toujours
toujours par Jon Moxley, dont on reparlera dans le main event. Rafraîchissant, je n'avais jamais vu deux catcheurs faire plusieurs matchs en un seul pay-per-view, ou alors des matchs courts, mais là j'ai vraiment kiffé. Et puis réentendre la musique d'entrée de Kenny Omega, incroyable, vraiment moment de plaisir. Alors Kenny Omega, il va faire son combat de retour ce week-end, non pas pendant Wrestle Kingdom, mais le lendemain toujours au Tokyo Dome pour Wrestle Dynasty, où il va affronter Gabe Kidd. Match que j'ai particulièrement très envie de voir, étant donné que Gabe Kidd, il est en train de tout déchirer en tant que presque top heel du côté de New Japan Pro Wrestling. J'espère de tout mon cœur que Kenny Omega il est revenu à un niveau de forme satisfaisant, en tout cas pour pouvoir livrer un banger qu'on nous promet sur le papier contre Kazuchika Okada. Un match qui, bah oui, on peut le dire, 6 ans après, vit un peu dans la nostalgie. Il va falloir pendant 7 mois garder ces deux hommes à distance et nous teaser petit à petit cette rencontre. Écoutez, c'est un travail d'écriture, il va falloir être patient, il va falloir bien nous amener les choses. On loue un peu comme acquis les matchs de Will Ospreay, c'est toujours du caviar haut de gamme, mais on ne se rend pas compte que sur un show, il a fait 2 matchs énormes. Ce mec est le meilleur catcheur sportif all-time. Alors oui, on va conclure là-dessus pour ce combat, mais Will Ospreay, son année 2024, elle reflète totalement le talent de ce catcheur qui est juste indiscutable. Et ça va de fait me servir de transition presque parfaite pour ce que nous a réservé derrière un main event qui était, ma foi, un peu décevant. Jon Moxley défend le championnat AEW World, toujours caché dans la mallette de Marina Shafir. On sait toujours pas à quoi il ressemble ce championnat, parce qu'on le voit plus. Contre non pas 1 ni 2, mais bien 3 adversaires, Adam Page, Jay White et Orange Cassidy. Un four-way match, vous l'aurez compris, avec Orange Cassidy qui est toujours mêlé à cette intrigue, mais on a rajouté en plus Adam Page et Jay White qui arrivent peut-être à se faire confiance, non pas véritablement, mais qui sont venus décaler leur programme dans la title picture. Évidemment, si les trois, ils ont un ennemi commun, à savoir Jon Moxley qui veut descendre toutes les valeurs de l'Elite Wrestling, bah Adam Page, Jay White et Cassidy, bien évidemment, qui peuvent pas coexister. Étant donné que le combat c'est un four-way, il n'y a pas de disqualification, ça va permettre à Wheeler Yuta Castagnoli de venir intervenir dès le début du combat, c'était peut-être un petit peu relou. Donc aussi, pour aucune raison, il y a un service de sécurité qui vient les tenir à l'écart. Il y a des spots plutôt sympas, un callback sur le Shield où Jon Moxley va se prendre la powerbomb à travers la table des commentateurs par ses adversaires. Voilà, ça fait le petit rappel, ça fait le clin d'œil, voilà, comme ça c'est fait, c'est bien, c'est... On l'oubliera dans 3 jours, on l'oubliera peut-être dans 1 heure, on l'a peut-être déjà tous oublié. Il va falloir attendre un ref bump. Bah ouais, parce qu'ils sont sympas quand même, les mecs des Death Riders. Il y a un ref bump de ce fait, Wheeler Yuta et Claudio Castagnoli peuvent réintervenir. Chose un petit peu étonnante, c'est Jay White qui était le babyface le mieux amené dans la construction finale, puisque c'est lui qui va avoir les derniers échanges avec Jon Moxley, qui était peut-être sur le point de gagner, étant donné que il y avait plus d'arbitre pour compter 3. On a tous adoré le Blade Runner sur Marina Shafir, qui était pour le coup plutôt bien mérité. Mais avec les interventions en pagaille, les Death Riders vont réussir à faire conserver le titre à Jon Moxley, qui de ce fait est un peu construit comme Roman Reigns et sa Bloodline, mais j'ai l'impression le flow en moins. On écarte 3 challengers et on fait déjà la place pour le futur programme, puisque FTR, dans l'aftermatch, vont se pointer et ils viennent pas seuls, puisque c'est le retour de Adam Copeland, Edge, Sexton Hardcastle, voilà, un retour de Edge de plus en 2024. Et Adam Copeland, il va faire fuir Jon Moxley et il le cible pour aller chercher le championnat All Elite Wrestling. Bon, c'est un peu marrant parce qu'il y a eu quelques plans sur Christian Cage qui attend avec son fameux contrat pour pouvoir encaisser son opportunité de prendre le titre à quelqu'un. Le fait qu'Adam Copeland il se soit remêlé au truc, Christian, Edge, ils sont indissociables encore une fois. Est-ce que je suis excité? Bon, un petit peu quand même, parce que Moxley contre Adam Copeland, c'est une affiche un peu fraîche sur le papier et je pense que les deux hommes peuvent nous donner quelque chose de très chouette. Mais bon, chez All Elite Wrestling, je vous cache pas que je préférerais voir tout en haut de l'affiche, tout en haut de la carte, des gros bangers avec des Will Ospreay, des Kazuchika Okada, des Kyle Fletcher, que vraiment pour les différencier d'un produit comme WWE, la qualité supérieure in-ring, elle soit réservée pour les grosses affiches, et que ces programmes un peu plus star power soient peut-être un peu plus bas dans la carte, pas trop non plus. Mais bon voilà quoi, c'est bon, on a bien compris que la Fed était quand même un immense clin d'œil au circuit indépendant, et ce qui a fait la qualité et le succès aussi du circuit indépendant, c'était principalement la qualité du catch in-ring, et aujourd'hui je pense qu'on est plusieurs à continuer de suivre l'Elite Wrestling, principalement pour ces raisons-là. Voilà. C'est un peu décevant cette fin de AEW World's End, mais globalement, un bel effort sur le pay-per-view, sur sa présentation et sur son rythme, avec enfin un pay-per-view à moins de 4 heures. Et ça fait du bien. Je conclurai avec le commentaire suivant, l'histoire de Mox traîne trop en longueur, trop de mystères sans réponse, c'est un four-way décevant et anecdotique. On sait que la suite avec Darby sera passionnante, parce que oui, on sent aussi que Darby Allin, qui a été blessé lors des derniers épisodes, ça va peut-être être lui qui va avoir le dénouement favorable pour aller faire tomber Jon Moxley une bonne fois pour toutes. Moxley et les Death Riders qui ont turn sur tous les symboles de l'Elite Wrestling, on attendait peut-être un climax avec Shane McMahon, etc.
On a l'impression qu'il y a un mystère en effet qui s'est créé il y a quelques mois, mais plus on avance, moins il y a de concret, et ça me rappelle beaucoup l'histoire un petit peu pétard mouillé avec MJF, Adam Cole, le diable. Encore une fois, on arrive sur cette limite du storytelling à long terme et des storylines à rallonge. C'est tout pour moi. Merci de m'avoir suivi pour ce retour dès qu'est-ce qui s'est passé à AEW World's End, et puis on termine comme ça l'année. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon passage en 2025, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine, c'était Sturi, et tout le monde reste fort. Ciao, bye bye et bonne fête.